Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui on va parler du livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb qui résume une idée vraiment intéressante puisque c'est une des rares idées qui est à la fois générale et originale. C'est un sujet dont parle Paul Graham dans un de ses articles. La plupart des idées sont générales et communes et c'est des choses qu'on a déjà entendues et qui sont pas particulièrement intéressantes. Ou alors c'est des idées qui sont juste originales mais particulières, précises, relatives à un contexte donné. Valable seulement dans une partie de l'histoire, une partie de l'économie, une partie de quelque chose de très spécifique. Là, avec le livre Antifragile, comme dans le livre précédent de Nassim Taleb, Black Swan, on a affaire à une idée qui est générale, qui porte sur tous les domaines quasiment, et qui en même temps est originale, contre-intuitive, et qui nous permet de voir le monde différemment. Donc c'est un livre très particulier, on en lit très rarement des comme ça, et c'est intéressant de voir le monde avec ce prisme-là. Alors on va parler de l'antifragilité, d'abord essayer de définir ce que c'est. L'antifragilité, ce n'est pas simplement la dureté. Souvent quand on veut penser au contraire de la fragilité, on va penser à quelque chose de dur, de solide. Or ce n'est pas exact, ce n'est pas ça le contraire de la fragilité quand on y réfléchit un peu. Qu'est-ce que c'est quelque chose de fragile? C'est par exemple un carton de déménagement avec du verre à l'intérieur. Dessus, sur le carton, va y avoir écrit fragile. Pourquoi? Parce que si on secoue le carton, si on applique du désordre, si on le dérange, eh bien le verre va casser. Pour penser au contraire de ça, il faut penser à un carton sur lequel on va écrire antifragile. Et ce carton, au lieu d'écrire dessus qu'il ne faut surtout pas l'agiter, surtout pas le secouer, surtout pas le soumettre à des chocs, le contraire, l'antifragilité, c'est qu'on va écrire il faut surtout déranger ce carton, le secouer, le soumettre à des chocs, le balancer n'importe comment. Pourquoi? Parce que les choses antifragiles, au lieu de se casser face au désordre, face au choc, face à l'aléatoire, bien les choses antifragiles se renforcent. Un objet antifragile, c'est quelque chose qui gagne et qui aime du désordre. Donc voilà en résumé l'antifragilité. Alors on va détailler un petit peu pourquoi ce concept est important pour tout le monde, même dans la vie de tous les jours. Ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que l'antifragilité est souvent quelque chose qui est lié au vivant et aux idées. Les choses qui sont antifragiles de manière générale, ce sont les systèmes biologiques. La vie de manière générale, mais aussi chaque être vivant jusqu'à un certain point. Une société, une civilisation, une religion qui va être renforcée quand elle est attaquée, quand elle a des martyrs. Une théorie quand elle est énormément critiquée et qu'elle provoque des excommunications, quand des gens deviennent des hérétiques parce qu'ils proposent une théorie nouvelle, elle va être antifragile, elle va se renforcer face au désordre. Les révoltes politiques aussi sont souvent renforcées par la répression. C'est quelque chose de très courant dans l'histoire et bizarrement assez peu compris par les hommes politiques, par les États. L'amour aussi, entre deux personnes, va être renforcé par les obstacles, par une relation d'adversité. Et c'est quelque chose que l'on connaît depuis toujours sans forcément mettre de mots dessus, cette qualité de l'antifragilité. Ça remonte aussi à la mythologie classique. L'image de l'antifragilité qui l'illustre le mieux, c'est l'image de l'hydre. L'hydre de Lerne, c'est lié à une histoire mythologique qui est celle d'Hercule, des 12 travaux d'Hercule, dans laquelle Hercule doit couper la tête, doit tuer une hydre. Et en fait, quand il essaye de la tuer, quand il coupe une des têtes de cette hydre, qui est une sorte de dragon serpent, quand il lui coupe une de ses têtes, il y a deux têtes qui repoussent. C'est bien que les têtes repoussent plus vite qu'on ne les coupe, l'hydre est par excellence un être antifragile et une illustration, une métaphore parfaite de cette antifragilité. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des choses antifragiles, c'est très courant dans le monde qui nous entoure, mais évidemment tout est antifragile jusqu'à un certain point. Hercule finit par réussir à faire succomber l'hydre, et toutes les choses antifragiles peuvent succomber à un trop gros choc. Mais l'idée, c'est simplement que les êtres vivants et un certain nombre de choses, des idées, des réputations, etc., ont besoin d'un certain nombre de chocs importants, d'une certaine volatilité, pour se renforcer et se maintenir sur le long terme. Il y a un exemple d'antifragilité intéressant, assez marrant, dont parle Nassim Taleb, c'est qu'un jour il était à une réception mondaine avec son éditeur, et il y avait, dans cette réception, il y avait un homme qui parlait, qui s'exprimait sur scène, et c'était un des critiques, un des ennemis publics de Nassim Taleb. Alors il prenait le micro, et à ce moment-là, Nassim Taleb a une idée qu'il partage avec son éditeur qui est là. Il lui dit
que si lui, Nassim Taleb, il allait en face de cet homme sur scène et qu'il lui mettait un coup de poing devant tout le monde, eh bien en fait, cette action sur lui, sur sa réputation et sur la vente de ses bouquins, c'est pour ça qu'il en parlait à son éditeur, eh bien cette action de mettre un coup de poing à cet homme qui parlait sur scène, eh bien elle n'aurait que des avantages pour lui. Ça n'aurait aucun inconvénient pour lui. Ça augmenterait ses ventes, les gens parleraient de lui de manière négative, mais peu importe, ça serait que bénéfique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la réputation d'un auteur en particulier, c'est quelque chose d'antifragile. Et dans différents contextes, la réputation peut être antifragile ou fragile. Par exemple, dans un contexte plus universitaire, plus académique, la réputation est quelque chose de très fragile et qui va limiter la liberté des auteurs. Dans le cas d'un auteur de livre, eh bien c'est exactement l'inverse. Bon, évidemment, Nassim Taleb ne s'est pas levé, n'a pas frappé cet homme juste pour faire le buzz, mais l'idée a fait rire son éditeur, et je partage cette idée pas simplement parce que souvent on n'a pas conscience de notre propre antifragilité à nous. Et en fait, quand on en a conscience, eh bien, ça peut nous donner beaucoup plus de marge d'erreur et de liberté. Moi, on va parler rapidement de comment faire pour... Et je reviendrai peut-être juste après sur la question de la réputation et de la critique très forte que fait Nassim Taleb du monde universitaire, académique et même scientifique. Mais avant, je veux parler un peu de ce que c'est précisément l'antifragilité pour bien comprendre ce que c'est. L'antifragilité, c'est un concept qui est connu depuis pas mal de temps, qui porte aussi le nom d'horméosis. C'est le concept qui est utilisé dans les vaccins, et aussi qui est compris depuis plus longtemps que ça en ce qui concerne les poisons. Il y a des rois grecs qui avaient l'habitude de prendre des petites doses de poison de plus en plus fortes tous les jours pour ne plus être sensible, pour se désensibiliser à ces poisons-là. Tout simplement parce que l'être humain est antifragile, les systèmes biologiques sont antifragiles, et quand on est exposé à une certaine volatilité, à un certain petit choc, eh bien on devient capable de résister à des plus grands chocs qui pourraient nous arriver un jour. Alors qu'est-ce qui fait que certains systèmes sont antifragiles et pas d'autres ? Eh bien, une des caractéristiques principales de l'antifragilité, c'est que un système antifragile, une entité antifragile, c'est tout simplement une entité composée de sous-éléments qui sont fragiles, voire très fragiles. Pour qu'une entité survive longtemps, il faut que les parties qui la composent meurent facilement. La vie est antifragile de manière générale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les êtres vivants, chaque être vivant meurt, ce qui permet à la vie, au concept de la vie de manière générale, sous toutes ses formes, végétale, animale, etc., de perdurer, tout simplement parce que chaque espèce meurt. De ce point de vue-là, Steve Jobs avait raison quand il disait que la meilleure invention de la vie, c'était la mort. Parce que chaque être, chaque génération, en étant remplacée par la suivante, eh bien, permet à une génération plus adaptée à l'environnement d'exister et de remplacer la précédente et du coup de permettre à l'espèce et à la vie de manière générale de se maintenir sur le long terme. Ça c'est vrai à l'échelle de la vie, mais c'est aussi vrai à l'échelle de chaque être vivant qui est aussi antifragile jusqu'à un certain point. Chaque être vivant, toi et moi, on est composé de cellules qui meurent progressivement et sont remplacées progressivement par des cellules plus jeunes. On est tous antifragiles de ce point de vue-là, et on a tous en nous des sous-parties qui meurent progressivement. C'est même vrai d'un certain point de vue, du point de vue psychologique, une personne antifragile, mentalement, c'est une personne qui est capable d'abandonner, de faire disparaître certaines idées, de laisser mourir certaines idées, et de se détacher progressivement, et de se régénérer tout simplement sur le long terme. Dans une organisation, quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise, une organisation politique, si on veut qu'elle se maintienne longtemps, il faut que chaque sous-groupe, chaque individu qui le compose ne soit pas surprotégé. Chaque membre doit pouvoir mourir, entre guillemets, de manière métaphorique, pour permettre de créer une organisation qui ne soit pas trop statique, trop immobile, mais qui accepte une certaine dose de volatilité, d'aléatoire, de mouvement, pour ensuite pouvoir résister et ne pas succomber face à un très grand choc. Parce que, une des thèses, j'ai oublié de préciser, mais une des thèses importantes de Nassim Taleb, c'est que le monde est dominé en grande partie par les black swans, c'est-à-dire ces signes noirs, ces grands chocs qui remettent tout en cause. Donc des exemples de signes noirs, ça peut être une explosion nucléaire, ça peut être une guerre mondiale, ça peut être une décision qui remet tout en cause, un effondrement économique ou financier, un krach boursier, ce genre de choses qui sont totalement inattendues
qui remettent tout en cause et que on a beaucoup tendance à sous-évaluer tout simplement parce qu'ils ne sont jamais arrivés, ce qui est totalement irrationnel. Un exemple intéressant pour illustrer les Black Swan et à quel point on les prévoit pas, on n'est pas très rationnel par rapport à ça, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, eh bien, juste après les guerres napoléoniennes, on pensait, tout le monde pensait que c'était la fin, qu'il n'y aurait plus de guerre et qu'on était dans la période la plus paisible du monde. Et puis ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale, et puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et de manière générale, on a tendance à croire que voilà, il va rien avoir de très grave, tout simplement parce que le passé nous éclaire et nous dit que le pire est déjà arrivé. Et on sous-estime énormément ces Black Swan, ces signes noirs, ces événements chaotiques, imprévisibles, totalement imprévisibles, qui changent tout. Par exemple, il y a un autre exemple, c'est le 11 septembre. Ces événements qui souvent, on va vous expliquer rétrospectivement que c'était totalement prévisible, que c'était totalement normal, que c'est le cours des choses inévitables, sauf qu'en fait on n'en sait rien et qu'on les prévoit après coup. Ce qui veut bien dire qu'on n'est pas capable de vraiment prévoir comment fonctionne le monde. Bon, je vais pas plus loin sur ce sujet-là, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je mettrai le lien en dessous pour les gens qui ne l'auraient pas encore vu. Maintenant on va aller plus loin sur la question de l'antifragilité. Donc il faut que pour qu'un organisme antifragile, pour qu'un système antifragile se maintienne et résiste à ces Black Swan, il faut que chacune de ces sous-parties meure facilement. Donc pour une organisation c'est important, pour une économie de manière générale c'est important aussi. Une bonne économie, c'est une économie où les entreprises, ou même les plus grosses entreprises d'ailleurs, peuvent tomber, peuvent mourir. Si on veut toujours sauver individuellement chaque entreprise, eh bien c'est toute l'économie qui risque de tomber en même temps. Et l'exemple de ça, eh bien, c'est l'ex-URSS, évidemment. Et de la même manière, un bon système bancaire, c'est un système où chaque banque risque de tomber également, et où elle n'est pas surprotégée par l'État, parce qu'elle serait trop grande pour échouer, pour tomber. Too big to fail. Sinon, eh bien, si on n'est pas dans un système où chaque banque peut mourir, eh bien, on est dans un système financier qui n'est pas antifragile, et du coup chaque banque peut agir librement et faire n'importe quoi, et faire des erreurs, et du coup il y a des cracks financiers, qui ont des conséquences négatives et qui se répartissent sur toute la société dans son ensemble, qui devient fragile. Donc ça c'est très problématique et c'est un peu la thèse que défend Nassim Taleb. Nassim Taleb, il faut savoir qu'il a été investisseur, qu'il a été dans ce monde-là et qu'il le connaît bien, et que c'est à partir de ce monde-là d'ailleurs qu'il a établi ces différentes idées, ces différentes hypothèses. Pour comprendre ce sujet de l'antifragilité, et pour bien le saisir, il faut surtout faire la différence entre la volatilité et l'instabilité. Les différents livres de Nassim Taleb sont une invitation à la volatilité et à l'aléatoire, justement parce que souvent on confond la volatilité avec l'instabilité. L'instabilité, elle n'est pas forcément visible. L'instabilité qui est vraiment grave, c'est celle qui fait qu'on est susceptible de succomber, de mourir, de tomber dans des échecs vraiment profonds face à des Black Swan, face à des signes noirs. Un exemple intéressant à ce niveau-là, au niveau de société, c'est qu'une société par exemple européenne, un pays européen de manière générale, on a tendance à voir en ce moment ça comme des pays très instables, alors qu'il y a simplement, on pourrait dire, de la volatilité. Il y a des manifestations, il y a des actes de terrorisme, il y a des trucs assez imprévus, il y a de l'aléatoire simplement au niveau politique et au niveau de l'actualité. Mais en fait, c'est un pays qui est beaucoup plus stable que par exemple un pays comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas des manifestations, il n'y a pas des choses folles au niveau politique. Par contre, il y a quelque chose qui couvre sur le long terme, qui mènera sûrement à une révolution totale et de manière subite. Et il ne faut pas se fier aux apparences simplement, parce qu'en fait, dans un système, dans un pays dans lequel il y a beaucoup de volatilité, en fait, en définitive, eh bien, ça mène à beaucoup plus de stabilité, et il y a beaucoup moins de risques de révolution totale et de changement global vraiment important. Et en fait, le rationalisme naïf des fragiles, entre guillemets, c'est de vouloir éviter à tout prix la mort des sous-parties, et de vouloir éviter à tout prix la volatilité, de vouloir contenir la volatilité. La chose la plus intelligente à faire, c'est d'accepter l'abandon ou la disparition des sous-parties d'un système, ou leur reconversion tout simplement, et aussi de ne pas trop vouloir contenir la volatilité et accepter le changement sur le moment et fonctionner sans trop faire de prévisions sur le futur. Donc voilà la première partie du livre les premières parties du livre pour vraiment comprendre ce concept d'antifragilité. Maintenant, on va voir comment le mettre en pratique et comment il s'applique dans différentes parties de la vie.
Alors la première chose vraiment importante qui m'a le plus marqué dans ce livre et qui m'a appris énormément, c'est ce concept d'optionnalité. Alors qu'est-ce que c'est que l'optionnalité? On va vous en parler, je vais vous en parler à travers un exemple, encore une fois, antique. Vous le savez peut-être, Nassim Taleb est très attaché aux exemples anciens de la Grèce ancienne. C'est l'exemple de Thalès, donc le fameux Thalès du théorème de Thalès, qui, à son époque, avait acheté des options pour des pressoirs d'olives. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a acheté le droit d'acheter à un prix fixé, à l'avance, des pressoirs d'olives. Donc il a payé un droit, il a payé une petite somme pour avoir le droit, à un certain moment plus tard dans sa vie, le droit d'acheter des pressoirs d'olives à un prix fixé à l'avance. Alors à quoi ça sert de faire ça? Ça sert parce que y a des moments où la demande d'olives est plus forte, et du coup le prix sur le marché des pressoirs d'olives est plus élevé, et Thalès, lui, il avait la possibilité, en cas de forte demande d'olives, d'acheter ces pressoirs d'olives à un prix très faible, et soit de les utiliser, soit de les revendre. Mais ça, en fait, dans le cas où la demande en olive est très forte, ça permet à Thalès de gagner énormément d'argent, de faire un énorme gain, tout simplement parce qu'il a choisi ce qu'on appelle une optionnalité positive. Le problème avec cette optionnalité positive, et ce qui fait que tout le monde ne le fait pas, donc tout le monde n'achète pas des options positives, c'est qu'en temps normal, la plupart du temps, la demande d'olive n'est pas particulièrement forte, elle est normale, ou alors elle diminue, et dans ce cas-là, Thalès dépense son argent pour acheter son option de manière inutile, et en fait il perd un petit peu d'argent. Donc l'optionnalité positive, c'est ça, c'est une situation normale légèrement négative, et une probabilité de perte légère faible, mais une probabilité importante de perte légère, mais une probabilité faible de gain très important. Parce que dans le cas où la demande d'olive devient extrêmement importante, où il y a simplement une pénurie d'olives, et bien là, Thalès a accès à quelque chose, avec ses options, a accès à quelque chose qui a beaucoup de valeur. Ça, en fait, cette manière de procéder, d'acheter des options positives, de rechercher des options positives plutôt que soit de ne rien faire, soit de chercher des options négatives, soit d'acheter directement, d'investir directement dans des pressoirs d'olives qui coûtent cher et de prendre un risque inutile, cette manière de procéder, de rechercher les options positives, c'est la manière la plus intelligente, c'est la manière la plus antifragile de procéder. Et ça s'applique évidemment bien au-delà de la simple question de l'investissement financier. Alors une optionnalité négative, qu'est-ce que c'est? Pour bien comprendre, au cas où c'est pas encore clair, l'optionnalité négative, c'est exactement l'inverse. C'est un risque important de faible gain, de gain constant sur le long terme, et un risque faible, une probabilité faible de gain total, et un risque faible, une probabilité faible de perte totale, de tomber dans la misère totale en cas d'événements rares, rarissimes, du genre un Black Swan, qu'on ne prévoit pas et qu'on n'a pas envie de regarder en face. Donc, exemple d'optionnalité négative qu'il ne faut pas faire, en tout cas d'un point de vue rationnel, c'est de s'engager dans l'armée par exemple. Si vous vous engagez dans l'armée, vous allez gagner un petit salaire, vous allez peut-être avoir quelques petits avantages, mais vous risquez aussi simplement de mourir, même si c'est une faible probabilité. Travailler aussi, investir dans le domaine de l'assurance par exemple. Vous allez gagner de l'argent régulièrement, mais il y a aussi un risque de perte assez énorme qui n'est pas contrebalancé par un risque faible de gain très important. Donc voilà, la différence entre l'optionnalité négative et l'optionnalité positive. J'insiste un peu là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est un sujet un petit peu compliqué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est pas clair. Je vous enverrai des liens et je pourrai refaire un petit truc là-dessus. Je pense que j'ai un peu tout dit là-dessus. Donc voilà la différence entre l'optionnalité négative et l'optionnalité positive. Donc ce sujet un petit peu compliqué, il faut comprendre que justement la plupart des gens ne le comprennent pas, y compris des gens très intelligents. En tout cas, des gens qui sont considérés comme très intelligents. Thalès notamment justement, qui avait fait fortune justement grâce au pressoir d'olive, il avait été considéré par Socrate, un autre philosophe connu, il avait été considéré comme très chanceux, et Socrate avait considéré que Thalès s'était enrichi, non pas grâce à sa stratégie, non pas grâce à sa compréhension de l'optionnalité positive, mais grâce à l'astronomie. Thalès aurait regardé les étoiles et aurait deviné à l'avance que la demande des olives allait augmenter. Ce qui n'est pas du tout le cas. Thalès n'en savait rien. Il a juste acheté des options
Et ensuite, il a attendu, et puis il s'est dit, de toute façon, un jour ou l'autre, le prix des olives a de grandes chances d'augmenter, et puis s'il augmente pas, de toute façon, c'est pas grave, je vais juste avoir perdu un petit peu d'argent. Et donc Socrate n'avait pas compris ça. Et ça illustre bien une différence, une opposition face aux philosophes que peut avoir Nassim Taleb, dans le sens où pour Nassim Taleb, Socrate, eh bien, c'est un mauvais philosophe, c'est l'archétype du penseur fragile. C'est-à-dire qu'il fait passer ses idées, ses théories avant la réalité. Il pose des questions qui sont sans intérêt dans la pratique, dans la vie des gens normaux, qui fonctionnent avec des heuristiques, avec des principes d'action améliorés, affûtés par l'expérience culturellement et naturellement. Alors que Socrate, lui, il remet en cause des savoirs inconscients qui sont transmis de génération en génération et qui sont sélectionnés petit à petit par la survie ou la non-survie d'une culture. Parce que pour Nassim Taleb, chaque culture développe donc des heuristiques, des principes de fonctionnement d'action qui vont permettre à cette société de fonctionner et de survivre, et ces principes ne sont pas forcément appréhendables, compréhensibles par la raison. Elles sont pas le fruit d'une réflexion, pas le fruit de la rationalité, mais le fruit d'une sélection pour la survie. Et Socrate, lui, il représente l'opposé de ça, l'opposition à la nature, il représente la prétention naïvement rationnelle, et omniprésente aujourd'hui plus qu'à l'époque de la Grèce antique, la prétention de pouvoir vraiment comprendre le monde. Alors que souvent on doit simplement se soumettre, ou en tout cas accepter humblement des principes qui sont transmis, qui sont observables par la sélection. Voilà l'idée un peu contre-intuitive et un peu choquante sur laquelle pourrait avoir un débat, et il y a plein de choses à critiquer, mais qui a un filtre très intéressant, un prisme très intéressant sur le sujet, sur plein de choses en fait, sur la manière dont notre monde fonctionne. Ensuite, Nassim Taleb étend cette réflexion beaucoup plus loin en remettant en cause la manière dont les académies, l'université, la science fonctionne, le monde scientifique fonctionne. Ce que nous dit Nassim Taleb d'abord, c'est que les découvertes scientifiques, contrairement à ce qu'on essaye de nous dire de manière générale, elles ne sont pas prévisibles et on n'est pas vraiment capable de les faire, de produire des grandes découvertes scientifiques à l'avance. Et c'est quelque chose qui est très peu évalué en réalité. La plupart des grandes découvertes scientifiques de ce siècle, elles sont plutôt le fait du hasard et du jeu. Des gens qui ont fait ce qui leur plaisait, qui avaient du temps libre, et qui ont recherché des choses sans forcément réfléchir aux conséquences et sans avoir forcément une validation académique derrière eux. Le problème, et pour ça il donne énormément d'exemples de choses vraiment importantes qu'on utilise aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, et du fait que simplement la recherche scientifique réelle, celle qui est efficace, elle est souvent le fait de gens qui vont tester un peu tout et n'importe quoi, qui vont faire beaucoup de petits essais dans différents domaines, plutôt que le fait de gens qui vont avoir de gros moyens pour trouver une chose en particulier. Et ce qu'il dit aussi, et son autre critique du monde scientifique, c'est la dépendance du monde académique et universitaire à la réputation. Quand on est dans le monde universitaire, on a un peu l'obligation bien de ne pas dire n'importe quoi, on n'est pas antifragile, et du coup ça pousse effectivement les gens à se contenir et à pas dire n'importe quoi, ce qui est très bien, mais par contre ça les pousse aussi à ne pas avoir des opinions originales, des opinions contrariennes, là où les essayistes, les auteurs, et même les entrepreneurs ont totalement cette possibilité, les artistes aussi, là où eux ils ont totalement cette possibilité d'être contrariants. Et Nassim Taleb en fait critique cette académisation totale et cette dépendance nouvelle à la réputation et donc à la norme et au conformisme du monde scientifique. Alors il faut bien comprendre une chose, il faut bien préciser une chose, c'est que Nassim Taleb n'est pas du tout anti-science, anti-scientiste ou quoi que ce soit de ce genre-là. Et pour les vaccins, pour plein de choses, pour l'usage de l'énergie nucléaire, etc. Mais il critique simplement une démarche générale du monde scientifique. Donc ça c'est un truc vraiment intéressant. Alors ça mériterait d'être approfondi, et pour être défendu, il faudrait vraiment lire plein d'autres sujets, plein d'autres livres sur le sujet, et avoir une connaissance profonde là-dessus. Mais en tout cas pour moi c'est peut-être l'idée la plus choquante, la plus difficile à avaler, qui est décrit dans le livre. Alors, je vous laisse juger ça, et je vais pas en dire plus sur ce sujet-là, je vais pas l'aborder davantage, mais c'est une partie importante du livre, et si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, je vous invite vraiment pour le coup à lire le livre, parce que je vais pas avancer davantage là-dessus. J'ai pas assez de connaissances là-dessus pour avoir une opinion vraiment ferme.
Donc ensuite, ce que nous dit aussi Nassim Taleb, un peu dans la même veine, c'est que dans le monde, pour la plupart des gens en fait, on sous-estime souvent la capacité de la nature à être un système de test sur des centaines de milliers d'années. Et que le fait que la nature en fait nous permet aussi de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui est assez... Enfin, beaucoup de gens sont d'accord avec cette idée en fait, assez intuitivement, mais beaucoup de gens vont la critiquer un peu de manière scientifique, enfin pseudo-scientifique, en disant simplement que c'est un appel à la nature et qu'il ne faut pas être du côté de la nature, parce qu'effectivement, il y a plein de choses bêtes qui ont été dites au nom de la défense de la nature, et il y a plein de conservatismes qui sont présents et qui sont irrationnels au nom de la nature. C'est pas ce que défend Nassim Taleb, il dit qu'effectivement, quand la science et contre le fait de maintenir une pratique ou une réalité naturelle qui est vieille de plusieurs centaines d'années, quand la science et les études scientifiques nous permettent d'aller contre ça, eh bien effectivement il faut aller du côté de la science et de la raison, mais dans le doute et dans les autres cas, eh bien il faut plutôt se pencher du côté de la nature et de choses qu'on fait aussi culturellement depuis longtemps. Un exemple, c'est l'alimentation. L'alimentation, la science de l'alimentation, la nutrition, bah, c'est très jeune et c'est vraiment pas extraordinaire. Par contre, eh bien, ce qui est rationnel de faire en fait dans ce cas-là, eh bien, c'est de se remettre du côté de ce qui a fonctionné et ce qui a permis à plusieurs générations de survivre sur le long terme, c'est-à-dire l'alimentation classique, l'alimentation qu'avaient nos ancêtres, c'est-à-dire principalement végétale, non industrielle, pas bourrée de sucre, et voilà, sans trop de viande, etc. Puis aussi avec des jeûnes réguliers, parce que les jeûnes c'est quelque chose qui est courant dans à peu près le monde entier, dans toutes les religions. Eh bien ça, nous dit Nassim Taleb, bah, c'est un indice que c'est quelque chose d'intéressant, puisque ça a été testé, entre guillemets, de manière quasi scientifique, entre guillemets, par les sites des cultures au fil des siècles. Donc voilà pour le point, la partie probablement qui sera la plus polémique du livre, enfin qui est la plus polémique du livre. Je ne veux pas forcément la défendre ici, mais je la partage parce qu'elle est vraiment très intéressante, puis elle apporte un point de vue complètement opposé à ce qu'on peut entendre habituellement. Donc voilà, je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse. Maintenant, on va parler de choses plus applicables dans la vie de tous les jours, en plus de cette question de l'optionnalité. Il y a un truc très applicable et très intéressant qui, moi, a changé ma manière de faire, de penser de manière profonde, c'est le pouvoir de la pensée négative, ou alors du via negativa, comme l'appelle Nassim Taleb. Alors le via negativa, c'est quoi? C'est l'idée de penser de manière négative de manière générale. Et c'est d'ailleurs une manière dont fonctionnent beaucoup les religions pour contrôler les comportements des individus, c'est d'avoir plutôt des interdits plutôt que des choses à faire de manière positive. En fait, pour apprendre quelque chose, nous dit Nassim Taleb, il faut beaucoup plus se concentrer sur les erreurs à éviter et non sur les actions à faire. Par exemple, pour entreprendre, il existe 1 milliard de manières de réussir, et on ignore la plupart des manières de réussir à l'avenir. En fait, il y a 1 milliard d'entreprises possibles qui vont marcher demain, mais on ne les connaît pas vraiment. Par contre, ce qu'on connaît, et ce qui est intéressant d'étudier, c'est comment on peut échouer. Parce que ça, on le connaît bien, et on est capable de l'apprendre. Eh bien, un bon livre en fait sur l'entrepreneuriat, nous dit Nassim Taleb, ou sur le fait de devenir riche par exemple, c'est un livre qui vous dit comment ne pas devenir pauvre, comment ne pas devenir totalement miséreux, et comment ne pas totalement foirer sa boîte. Ça, c'est intéressant. De la même manière, pour être heureux, il n'y a pas de recette efficace à 100%, c'est différent pour chaque personne, et il y a peut-être de nouvelles manières d'être heureux qu'on ne connaît pas et qui dépendent de la société dans laquelle on vit. Par contre, on connaît très bien des choses à ne surtout pas faire pour surtout ne pas être malheureux. Ça, on sait le faire. Malheureusement, des livres ou des conférences sur comment ne pas tomber dans la misère totale et comment ne pas être malheureux, ça intéresse pas tellement de gens. Par contre, comment être super heureux et comment gagner plein d'argent, là, il y a plein de gens qui vont signer, qui vont s'y intéresser, qui vont vouloir des conseils positifs. Malheureusement, ce qu'on nous dit assez peu, c'est que la réussite d'une entreprise et peut-être même le bonheur d'une personne, ça dépend beaucoup aussi du hasard. Et ce n'est pas contrôlable à 100%, et on ne peut pas vraiment prévoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et peut-être qu'il faut juste, en fait, ne pas faire plein de choses, fonctionner de manière négative sur plein de choses, ne pas faire plein d'erreurs dans la vie, et après, le reste, eh bien, c'est un peu le hasard qui va s'en charger, parce que de toute façon, on ne contrôle pas tout. Et aussi, un avantage vraiment important des conseils négatifs, c'est qu'ils nous offrent, paradoxalement, une plus grande marge de liberté, une plus grande marge d'improvisation, et donc une plus grande capacité à saisir des opportunités et des signes noirs positifs. En fait, quand dans ta vie, tu as juste quelques petites choses que tu dois pas faire, disons 3, 4, 5 ou même 10, eh bien, tu as beaucoup plus de chances ensuite
eh bien de faire ce que tu veux de ta vie, de manière positive, et d'avoir beaucoup plus de liberté. Alors que si dans ta vie, t'as aucun interdit, mais que t'as juste une chose que tu dois réussir, que tu dois faire tous les jours, mais en fait, t'es un petit peu prisonnier de ça, tu vas être un petit peu obsédé de ça, et tu n'as pas tellement de liberté, tu n'as pas tellement de réceptivité au hasard, à l'aléatoire, à ce qui va venir de manière improvisée, et tu vas pas avoir tellement de capacité à réagir à ça. Et donc il vaut mieux avoir simplement quelques commandements négatifs, plutôt que plein de choses positives qu'on est censé faire et qui vont pas forcément nous mener quelque part de bien. D'ailleurs, pour ça, enfin, il y a pas mal d'entrepreneurs qui vont parler de ça, c'est encore une phrase de Steve Jobs, qui disait « Je suis fier de ce que j'ai fait, autant de ce que je n'ai pas fait. Pour innover, il faut renoncer à 1000 choses. » On parle vraiment pas assez de ça, du négatif, et c'est normal, parce que l'esprit humain est fait pour être moins, enfin, on est moins capable de comprendre, d'appréhender l'abstraction. Ce qui est négatif, c'est précisément ce qui n'est pas, et on est mal à l'aise avec ça. On préfère le positif, mais en fait le négatif, c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus négligé. Ensuite, à travers le via negativa, pour poursuivre avec ce point-là, Nassim Taleb, en fait, c'est souvent un auteur qui explique que il considère les gens qui font des prédictions sur l'avenir comme des charlatans, etc. Mais à une époque, il a été contacté par un journal, alors je crois que c'était The Times, un journal important, qui lui a demandé de faire ses prédictions sur l'avenir en pensant qu'il lui répondrait pas vraiment et qu'il aurait un article un peu incendiaire sur les gens qui font des prédictions de l'avenir. Sauf que c'est pas ce qu'a fait Nassim Taleb, il a reçu la question du journal, il a décidé de répondre. Il a répondu quoi? Mais en fait, il a répondu la chose suivante, il a répondu que ce que je peux dire sur l'avenir, c'est qu'il y a des choses qui vont disparaître et des choses qui vont rester. Voilà, ça, je peux le dire. Globalement, le monde, dans 50 ans, en fait, il sera beaucoup moins différent d'aujourd'hui qu'on ne le pense. Il n'y aura toujours pas de voitures volantes, on sera toujours pas très avancé dans la conquête spatiale, on sera toujours pas des cyborgs complètement fous, à moitié robots, etc. On sera à peu près comme aujourd'hui. Il y a juste quelques petites choses qui vont changer, notamment les systèmes bancaires, les systèmes étatiques aussi, puisque ce sont des systèmes qui manquent d'antifragilité, qui sont pas capables de mourir en eux. La plupart des grosses boîtes aussi auront disparu, et ils existeront sur une forme différente. Ce que nous dit Nassim Taleb, c'est qu'on va évoluer de plus en plus vers des cités-États, c'est-à-dire des systèmes beaucoup plus antifragiles, beaucoup plus résistants sur le long terme. Et voilà, de manière générale, il y a juste les choses qui sont antifragiles qui vont disparaître. Pardon, les choses qui sont fragiles qui vont disparaître, les choses antifragiles qui vont se maintenir. L'humanité sera toujours pareille, on aura toujours les mêmes problèmes au niveau de nos sentiments, ça sera toujours pareil que dans les pièces de théâtre de la Grèce antique, on sera toujours jaloux, possessif, et on aura des difficultés dans nos relations amoureuses. On aura les mêmes. Les gens penseront toujours que tout le monde est trop cupide et trop égoïste, alors que il y a 100 ans, les gens étaient partageurs et pas égoïstes du tout. Bref, les gens feront les mêmes erreurs, auront les mêmes problèmes émotionnellement, et le monde n'aura pas tellement changé. En fait, ce que fait Nassim Taleb avec cet exercice-là, en acceptant de faire cet exercice de prédiction de l'avenir, c'est de prédire l'avenir via negativa, de manière négative, en se concentrant surtout sur ce qui va disparaître et sur ce qui va rester. Parce qu'en fait, ça, on peut assez bien le prédire, et quand tu regardes vraiment ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, en tout cas dans la vie de Nassim Taleb, en fait, la plupart des choses sont assez similaires. On mange à peu près des choses, enfin en tout cas lui il mange des choses que mangeaient ses ancêtres, il porte des vêtements que portaient ses ancêtres, il passe du temps à faire des activités que faisaient ses ancêtres. Les instruments de musique, par exemple, qu'on joue, c'est les mêmes qu'avant. La manière dont on discute, la manière dont on se rencontre dehors, dans des cafés, etc., ça n'a pas tellement changé. Et un truc qu'on peut aussi prévoir sur l'avenir, c'est que peut-être ces technologies qui se sont mis dans nos vies, nos téléphones, nos caméras, nos ordinateurs, la manière dont on utilise Internet, peut-être que ces technologies vont disparaître. Disparaître dans le sens où elles vont disparaître en tant qu'intermédiaires, elles vont devenir invisibles. C'est un truc sur lequel beaucoup de gens travaillent, sur le fait de rendre la technologie invisible. Peut-être que ce sera simplement sous la forme de lunettes, peut-être qu'on va contrôler notre accès à Internet par la pensée, j'en sais rien. Mais en fait, on peut par contre prévoir que la technologie, sous sa forme apparente, sous sa forme physique, peut-être qu'elle va disparaître et qu'on va trouver des solutions pour en fait revivre comme avant, et que le monde dans 100 ans sera un peu plus comme le monde d'il y a 100 ans, même si d'il y a 100 ans, même si ça peut paraître assez contre-intuitif.
Donc voilà un peu tous les sujets couverts par Nassim Taleb. Je vais finir par un sujet qui lui tient à cœur, dont il parle notamment sur son blog, c'est le grand problème de notre société, c'est les anti-héros. C'est ces gens qui sont antifragiles au prix de notre fragilité, au prix de la fragilité de la société. Donc je m'explique, c'est des gens en particulier qui exercent le pouvoir sans avoir de risque de tomber, sans avoir de risque de mourir en exerçant ce pouvoir-là. Bah, c'est les présidents qui dirigent des pays et qui les emmènent pour faire la guerre, mais qui ne font pas la guerre eux-mêmes, alors qu'à l'époque de Rome et de la Grèce, eh bien, les dirigeants allaient à la guerre et ils risquaient de mourir, et la plupart en fait, des empereurs sont morts à la guerre. C'est aussi ce personnage, ce anti-héros, c'est pas seulement les hommes politiques, c'est aussi ces banquiers qui sont protégés par l'État, qui peuvent faire à peu près n'importe quoi, qui peuvent nous faire prendre des risques, et qui eux-mêmes, quand il y a un crack financier, eh bien, sont récompensés, sont encore plus riches qu'avant, ce qui est moralement déjà horrible, mais c'est aussi un gros problème d'un point de vue, enfin pour la société en fait, puisque ça veut dire que plus le temps avance et plus on fait courir de risques à la société sans que ces dirigeants, eux, ne courent de risques. Les gens aussi antifragiles, eh bien, les gens aussi qui manquent d'antifragilité, enfin qui sont antifragiles pardon, au prix de la fragilité de la société, c'est aussi un certain nombre d'universitaires, de gens dans le monde académique, et voilà, tous ces gens qui en fait nous font courir plus de risques et qui eux-mêmes ne payent pas le prix de leur position, de leurs choix, de leurs actions, et qui sont toujours grandis des différentes catastrophes, des différents problèmes que peuvent subir les sociétés. Mais ça, c'est un sujet que Nassim Taleb approfondira beaucoup plus dans son livre suivant, qui s'appelle Skin in the Game, qui sortira au cours de cette année, au mois de février, je crois, que j'ai hâte de résumer ici. Tu peux me dire si ça t'intéresse d'avoir cette suite dans un prochain résumé. Ça s'éloignera peut-être un peu trop du développement personnel, des principes applicables dans sa vie de tous les jours. Mais tu peux me dire dans les commentaires si tu veux que je le résume ou pas, ça dépendra des retours aussi. Donc à qui je conseille maintenant de lire Antifragile ou de ne pas le lire? Alors, déjà ça dépend si t'as aimé, si t'as été intéressé par ce résumé. Si t'as été intéressé, je te conseillerais de manière générale de lire ce livre aussi par toi-même, parce que, et je le conseillerais pas dans tous les livres que je vais résumer, hein, mais là dans ce livre en particulier je le conseillerais, parce qu'il est très dense, parce qu'il est très contrariant, très contre-intuitif, et ça peut demander du temps avant de vraiment le comprendre. Je le conseille aussi aux gens qui s'intéressent à la partie mathématique et aussi à la partie scientifique, parce que là je l'ai évoqué très rapidement, sur surtout la partie des mathématiques, de l'antifragilité, des concepts de concavité, de convexité et de prise de risque, et aussi le concept d'optionnalité. Ça c'est plus expliqué dans le livre, mais voilà, je voulais simplement là essayer de parler des choses qui sont applicables dans la vie de tous les jours, et qui permettent d'avoir un nouveau prisme, et comment faire pour soi-même devenir antifragile, en allant, en recherchant ces optionnalités positives, ces choses qui peuvent être légèrement négatives en général, avec une forte probabilité, mais très positives dans des cas très rares. Fuir les choses avec une optionnalité négative, c'est-à-dire ces choses légèrement positives en général, mais dans certains cas très rares, très négatives, éviter ça à tout prix. Et aussi évidemment comment faire pour soi-même être antifragile, en acceptant dans son organisation, dans sa vie de tous les jours, bien de laisser partir, de laisser mourir certaines sous-parties. Donc voilà, j'espère que ce résumé t'a intéressé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau résumé de livre, et je te souhaite une très bonne journée, une très bonne année. Salut.